si vous étiez bloqué sur une île mystérieuse où chaque nuit, un horrible démon vient vous cueillir un par un? Que feriez-vous? Cette tribu est forcée de survivre sans nourriture, sans abri et sans aucune forme de technologie. Et à la nuit tombée, son monde entier se transforme en un véritable cauchemar. Nous sommes en plein cœur de l'âge de pierre avec cette histoire. Alors restez dans les parages pour que je vous explique ce que vous devriez faire et comment battre le démon préhistorique dans Out of Darkness. Si vous pensez que le monde moderne est effrayant, c'est que vous n'avez encore rien vu. À l'aube de l'histoire, 45 000 ans avant l'invention de TikTok, un petit groupe de 6 humains se blottit autour d'un feu de camp sur les rives d'un continent inconnu. Ils sont entourés de toutes parts par l'obscurité écrasante et les dangers inconnus qui les guettent juste au-delà de la limite de la lumière du feu. Affamés, gelés et terrifiés par ce qui les attend. Le vieux sage Odal raconte comment ils se sont séparés du reste de leur tribu nomade lors d'une terrible famine et ont décidé de se diriger vers l'ouest à travers la mer à la recherche d'une nouvelle terre. Après avoir survécu de justesse au voyage, ils sont soulagés d'arriver enfin à destination. Mais ils découvrent rapidement que tout n'est pas aussi parfait qu'ils l'avaient espéré. Rien ne pousse sur le sol, il n'y a pas de proie à chasser et les nuits semblent hantées par des démons qui vivent là depuis des temps immémoriaux. De plus en plus frustré, le chef du groupe Adem demande au vieil homme de faire plus attention à ce qu'il dit, en insistant sur le fait qu'il est assez fort pour faire face à tout ce qui pourrait croiser leur chemin. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'un de ces démons les traque dans l'ombre en ce moment même, et qu'après quelques jours seulement, il ne restera plus que 2 d'entre eux en vie. Le lendemain matin, au lever du soleil, la seule autre femme du groupe, une jeune femme plutôt sauvage nommée Beya, se rend seule sur le rivage à la recherche de quelque chose qu'elle pourrait manger. Elle est suivie par Gir, le jeune frère d'Adem, qui s'arrête pour discuter rapidement avec elle. Alors qu'ils retournent au camp, Beya plaisante en disant qu'ils devront bientôt manger Odal, ne sachant pas à quel point elle est proche de la vérité. Une fois tout le monde debout avec Adem, le groupe remballe rapidement son campement et se rassemble au sommet d'une crête herbeuse où ils peuvent voir un ensemble de contreforts enveloppés dans le brouillard matinal quelque part au loin. Adem leur explique que c'est là qu'ils se dirigent, les rassurant tous sur le fait qu'ils trouveront de la nourriture, des grottes et des abris dans les collines où ils pourront enfin s'installer. Ce ne sera pas facile, mais ils sont sûrs d'avoir survécu à pire que ça. Et ils ne se doutent pas que c'est le dernier voyage qu'ils entreprendront ensemble. Ok, bon sang, on dirait que les pierres à feu sont vraiment tombées dans des temps difficiles, non? Ils sont confrontés à la survie dans sa forme la plus brute et la plus difficile. Non seulement ils doivent trouver de la nourriture et un abri, mais en l'absence de toute forme de civilisation préexistante, ils devront essentiellement faire apparaître tout ça à partir de zéro, puisqu'ils ont perdu toutes leurs ressources au cours du voyage. Le temps ne joue pas en leur faveur, mais rien non plus dans ce nouveau territoire. S'ils veulent survivre, ils vont donc devoir faire preuve de stratégie. Tout d'abord, nous devons découvrir où se trouve réellement cette nouvelle terre. Si vous êtes comme moi, vous vous dites peut-être qu'ils ont atteint l'Amérique du Nord. Mais nous sommes en fait 20 000 ans trop tôt pour ça. On sait au lieu de ça, grâce à l'histoire d'Odal, qu'ils ont navigué vers l'ouest à travers la mer. Ce qui veut dire qu'ils ont dû débarquer dans la région qui serait devenue l'actuelle Grande-Bretagne, après être partis d'un endroit situé en Europe continentale. C'est important parce que le fait de savoir où ils se trouvent nous donne une meilleure idée de l'environnement et des dangers potentiels auxquels ils pourraient être confrontés. Le climat de cette période était connu pour ses hivers incroyablement rigoureux. Et ne vous attendez pas à une pause estivale parce que le reste de l'année était tout aussi humide et froid. Après tout, nous sommes à la fin de l'ère glaciaire. Et si vous vous retrouviez à l'extérieur sans une bonne protection thermique d'hommes des cavernes, vous risquiez d'avoir de gros problèmes. Nous parlons ici d'hypothermie, d'engelure et d'autres maladies pour lesquelles il n'existait pas encore de nom. C'est pourquoi les abris et les feux étaient si importants. Ils faisaient littéralement la différence entre la vie et la mort. Et je ne parle même pas de la faune sauvage. Sur cette île, ils seront en concurrence directe avec des mammouths laineux, des rhinocéros laineux, des ours des cavernes et même des lions des cavernes. Autant d'excellentes sources potentielles de viande et de fourrure, certes, mais aussi d'excellentes sources potentielles de mort. La clé pour ne pas finir comme leur repas est de rester en grand groupe, d'utiliser leurs lances et autres outils de pierre pour se défendre et de créer des pièges ou des barrières afin d'éviter la confrontation directe pendant qu'ils chassent ces espèces dangereuses. Les autres risques ne sont peut-être pas aussi excitants, mais ils mettent tout autant la vie en danger. Les ressources limitées et la concurrence intense signifient qu'ils devront utiliser leurs compétences en matière de survie pour chercher et récupérer toutes les provisions qu'ils pourront trouver. Il y a aussi les risques environnementaux comme les inondations et les incendies, ce qui veut dire qu'ils devront réfléchir soigneusement à l'endroit où ils choisiront de s'installer.
Enfin, il y a la plus grande menace de toutes, les autres humains. Adem et ses compagnons se disent peut-être qu'ils sont les premiers à débarquer ici, mais s'ils ont pu le faire, d'autres ont pu le faire aussi. Et ils doivent être extrêmement prudents dans leur façon d'aborder les choses s'ils tombent sur ces gens-là. Avec la pénurie de ressources et d'abris, les conflits territoriaux pourraient rapidement devenir mortels sans prévenir. Ce qui veut dire que la seule chose plus dangereuse que les lions des cavernes pourrait bien être leurs nouveaux voisins. Il est clair qu'ils ont du pain sur la planche. Alors, par où commencer ? Avant d'entreprendre ce voyage, j'envisagerais d'essayer de rester sur place. D'après ce qu'on peut voir, c'est une longue expédition à faire avec si peu de ressources. Et il n'y a aucune garantie que ce qu'ils trouveront leur plaira en fait. Du coup, s'ils sont créatifs, ils pourraient se débrouiller pour survivre ici même. En général, les besoins les plus importants sont l'eau, l'abri et la nourriture, dans cet ordre. Commençons par l'eau. Celle-ci n'est pas trop difficile à trouver. En tant que tribu nomade, Adem et les autres devraient déjà savoir comment localiser une source d'eau potable pas trop éloignée. Quant à l'abri, quand on n'a pas de grotte, la meilleure chose à faire, c'est d'en fabriquer une. Ils peuvent utiliser les collines comme murs naturels et couvrir les angles exposés avec du bois, des pierres ou des peaux d'animaux. Ils peuvent également creuser le flanc de la colline à la manière de Minecraft et créer un endroit temporaire où ils pourront au moins s'abriter du vent. Maintenant, parlons de la nourriture. La nourriture sera un défi, mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont déjà des chasseurs et des charognards experts. Ils ont déjà commencé à chercher des proies ou des plantes comestibles à proximité, mais il n'y a pas non plus de raison d'ignorer l'océan, qui pourrait être une grande source de poissons. En somme, ce n'est pas le pire endroit pour établir un campement. Mais s'ils sont déterminés à faire le voyage jusqu'aux montagnes, ils devront le faire avec précaution. Ils doivent être très attentifs à l'environnement pour détecter les menaces et toujours rester près des sources d'eau ou suivre les pistes des animaux, qui les mèneront potentiellement à de l'eau, à un abri et à de nouveaux terrains de chasse. Comme il est impossible de savoir sur quoi ils peuvent tomber, Adem et ses amis devront rester groupés et faire profil bas. La clé est de se déplacer à la lumière du jour, de rester à couvert, d'être attentif à tout signe de danger et d'être toujours prêt à se battre. Sous la conduite d'Adem, le groupe se met en route, déterminé à trouver un endroit qu'il pourra appeler son foyer. Il passe les premières heures à arpenter avec assurance les collines herbeuses et les marais. Mais quand la nuit tombe pour la deuxième fois sur eux, ils se rassemblent à nouveau nerveusement autour du feu de camp, n'ayant rien d'autre à faire que d'aiguiser leurs lances et d'écouter les sons de leur inévitable mort au clair de lune qui approche. Le lendemain, Adem et Gear se lancent dans une chasse matinale, scrutant désespérément les plaines à la recherche de la moindre source de nourriture qu'ils pourraient rapporter au reste du groupe. Après avoir cherché pendant des kilomètres, Adem découvre enfin une piste de mammouth qui les mène dans un ravin escarpé caché entre deux falaises de roches acérées. Tandis qu'Adem tourne en rond, Gear suit le sentier le long de la pente, jusqu'à ce qu'il tombe sur une zone de la vallée où les pierres sont tachées de sang rouge foncé. Sentant le danger, il lève rapidement sa lance et tourne prudemment en rond, prêt à se battre. Mais il semble que le combat soit déjà terminé. Là, sur les pierres, il trouve ce qui reste du mammouth tué, dépecé et complètement nettoyé. Gear, déconcerté, se demande s'il n'est pas tombé de la falaise, mais Adem pense qu'il a été délibérément poussé dans le ravin et que chaque morceau utilisable a été prélevé. Après avoir réfléchi, Adem dit à Gear de garder le secret vis-à-vis des autres, craignant que la nouvelle de la présence d'un autre prédateur dans les parages ne les fasse paniquer. Pour autant qu'il le sache, il ne devrait pas y avoir d'autres humains sur cette nouvelle terre, et Adem n'est pas encore sûr de ce qui a pu tuer cette énorme bête. Mais à ce moment-là, même lui commence à s'inquiéter du fait qu'ils pourraient être les prochains. Ok, au moins ils savent maintenant qu'il y a quelque chose à manger sur cette île. Mais comme ce mammouth a été chassé, au mieux ils ont de la concurrence, et au pire, ce qui a fait ça est une menace. La question importante est donc maintenant de savoir ce qui a pu tuer ce mammouth. Pour rappel, ces bêtes mesuraient jusqu'à 4 mètres de haut à l'épaule et pesaient jusqu'à 8 tonnes. En abattre un représenterait donc un défi pour le moins difficile à relever. D'après les indices recueillis, la scène me rappelle une ancienne stratégie de chasse appelée saut de bison, utilisée par les chasseurs primitifs pour tuer le gros gibier, le plus souvent les bisons des Amériques. En gros, les chasseurs trouvaient une falaise abrupte comme celle-ci, puis poussaient stratégiquement un troupeau de bisons à se précipiter vers elle, ce qui les faisait plonger dans le vide. Les animaux mouraient sur le coup ou étaient si gravement blessés par la chute que le reste du groupe de chasseurs pouvait intervenir et les achever en toute sécurité. Comme nous le voyons ici, ils dépeçaient les animaux sur place à l'aide d'outils en pierre et prenaient ensuite toutes les ressources précieuses qu'ils pouvaient emporter pour leurs différents besoins de survie tels que la nourriture, l'abri et les vêtements. En se basant sur la stratégie de chasse, on peut supposer que l'auteur de ces actes possède un niveau d'intelligence humain ou proche de l'humain, et qu'il préfère utiliser des tactiques indirectes contre les proies qu'il a choisies. Si le responsable est suffisamment fort et intelligent pour abattre un mammouth adulte, alors leur petite tribu pourrait être une proie très facile. Il est inutile de cacher quoi que ce soit aux autres, parce qu'il faudra tôt ou tard faire face à ce mystérieux chasseur. Mieux vaut donc rassembler tout le monde et trouver un moyen de faire face à la menace.
S'il s'agit d'un animal, nous connaissons déjà la marche à suivre. Restez groupés, restez près du feu la nuit et gardez cette saloperie sur vous. Et par saloperie, je veux dire bien sûr votre lance ou votre gourdin préféré. Pour l'instant, il vaut mieux éviter le combat, alors ne cherchez pas à l'affronter, sauf s'il commence à vous prendre en chasse ou si vous êtes vraiment en manque de nourriture. Maintenant, s'il s'agit d'un groupe d'humains ou d'autre chose, nous pouvons adopter une autre approche. Dans ce cas, nous ne savons pas combien ils sont, ni à quel point ils sont organisés. Il est donc préférable d'éviter la confrontation et d'essayer de nouer des liens amicaux, parce que les gens qui vivent déjà sur ces terres ne seront probablement pas très enthousiastes à l'idée de voir des étrangers débarquer chez eux. Et si vous commencez à vous mettre sur la défensive et à vous préparer à la bagarre, vous ne ferez qu'accroître les tensions. Au lieu de ça, ils doivent essayer de trouver un moyen de faire comprendre qu'ils ne veulent pas d'ennui. Je veux dire par là que, peu importe ce que c'est, ils pourraient être en train de les observer en ce moment même. Et ça, c'est une pensée terrifiante. Mais ils peuvent aussi utiliser ça à leur avantage. Ils ne parleront probablement pas la même langue, mais Adem et les autres peuvent toujours essayer d'appeler sur un ton non menaçant et voir s'ils obtiennent une réponse. Ils peuvent aussi faire un geste collectif en déposant leurs armes et en levant les mains pour montrer qu'ils ne cherchent pas la bagarre. Enfin, il y a l'idée la plus classique de toutes, qui consiste à laisser une offrande comme symbole de votre amitié pour montrer que vous n'êtes pas une menace. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de nourriture ou de provisions à partager, mais ce n'est pas grave. Si le mammouth a été tué récemment, le peuple mystérieux n'aura de toute façon pas besoin de nourriture. Au lieu de ça, il pourrait par exemple fabriquer une petite babiole qu'il laisserait à un endroit bien visible pendant la nuit. Si l'objet a disparu le lendemain, vous saurez que quelqu'un est dans le coin et vous aurez peut-être réussi à établir un bon premier contact. Vous ne saurez toujours pas s'ils sont gentils ou non, mais au moins c'est un début. Avec un peu de chance, ils pourraient être accueillis dans la communauté et recevoir de la nourriture, un abri et des ressources. Adem passe la nuit à monter la garde, tandis que les autres restent éveillés autour du feu, sursautant à chaque brindille qui craque et à chaque brin d'herbe qui bruisse. Terrifiée, Beya décide de s'emparer discrètement d'une pierre tranchante qui se trouve à proximité. C'est un choix judicieux parce que cette pierre va bientôt lui sauver la vie. Le groupe passe la nuit sans incident et se met en route le lendemain matin dans une vallée brumeuse balayée par le vent entre des collines rocheuses escarpées. Tandis que les autres rient et gambadent, Adem garde les yeux fixés sur leur destination, seul à connaître le danger qui pourrait se cacher derrière chaque virage. C'est alors qu'il entend son fils Héron l'appeler de quelque part dans le brouillard. Mais quand il regarde autour de lui, le garçon n'est nulle part en vue. Paniqué, Adem se met désespérément à la recherche de son fils. Mais Héron apparaît tout à coup à quelques mètres derrière lui, prenant toute cette situation pour un jeu. Adem, quant à lui, ne trouve pas sa disparition si drôle et gronde le garçon pour qu'il ne quitte plus le groupe avant de l'emmener rattraper les autres. Après 2 jours de marche ininterrompue, Ave, la femme enceinte d'Adem, a vraiment besoin de reposer ses pieds. Il demande donc aux autres de monter le camp pendant que lui et Gear explorent un peu plus loin à la recherche de nourriture. Devant eux, il n'y a toujours aucun signe de vie, à part quelques ossements d'animaux blanchis par le soleil, jusqu'à ce qu'ils découvrent quelque chose d'encore pire que les plaines ouvertes. Au pied d'une colline escarpée se trouve une forêt d'une épaisseur impénétrable, qui s'étend sur des kilomètres entre eux et leur destination finale. Adem décide alors de prendre le chemin le plus long et de la contourner, bien que Gear estime que ça ajoutera des jours à leur voyage. Mais Adem refuse d'exposer le reste de la tribu au danger qui, il en est sûr, se cache à l'intérieur. Alors qu'il retourne au camp, Gear jette un dernier coup d'œil dans les arbres, sans se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'il observe de la même façon. De retour auprès des autres, il découvre Ave en très mauvaise posture, incapable de supporter la douleur alors qu'elle et son enfant à naître meurent lentement de faim. Tout à coup, ils sont ramenés à la réalité. Un cri aigu peu naturel vient troubler le calme, et tout le monde se précipite au coin du feu. Le groupe forme rapidement un cercle défensif, attendant silencieusement de voir ce qui va se passer. Et ils peuvent entendre les bruits de quelque chose qui tourne autour d'eux hors de leur vue. Pendant un instant, il semble que le danger soit passé, quand tout à coup, Héron est saisi par la créature et entraîné dans l'obscurité avant même que les autres ne puissent réagir. Furieux, Adem s'empare d'une torche et s'éloigne des autres, prêt à tout pour sauver son fils. Mais Gear exige qu'il reste avec le groupe pour le bien de sa femme et de son enfant à naître. C'est un choix difficile, mais Adem accepte à contre-cœur d'écouter le jugement avisé de son frère, du moins pour l'instant. Tout à coup, il réalise que les démons des histoires d'Odal sont bien réels. Ok, c'est terrifiant. Notre garçon vient de passer du statut de héron farceur à celui de chapon farci, si vous voyez ce que je veux dire. Et on ne sait pas qui pourrait être le prochain. Bordel. Les histoires qui font peur viennent de devenir réelles. Donc tout d'abord, nous devons parler de leur stratégie pendant le combat. Dans l'ensemble, ils se sont bien débrouillés. Ils se sont regroupés autour du feu et ont pris des positions défensives. Le seul problème, c'est qu'ils ont laissé le gamin un peu à l'écart.
Nous avons tous déjà vu un documentaire sur la nature, pas vrai? Regardez ce qui se passe quand les éléphants se heurtent aux lions près de l'abreuvoir. Ils forment toujours un cercle avec les plus jeunes au milieu. Et la même idée était applicable ici. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend sur leurs mystérieux agresseurs? Reprenons la même comparaison. Dans la nature, les prédateurs comme les lions et les loups s'attaquent souvent aux plus jeunes membres d'un troupeau, parce qu'ils sont les moins à même de se défendre. C'est une mauvaise nouvelle pour Héron, mais ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire que ce qui a attaqué a peur d'être blessé. Pour l'instant, nous savons que cet animal n'attaque que la nuit, qu'il préfère vous surprendre et qu'il vit probablement dans cette forêt. Alors que devraient faire Adem et les autres? Je n'aime pas dire ça, mais ils ont peut-être fait une erreur en ne se lançant pas tout de suite à la poursuite de l'enfant. Si c'est un animal qui l'a enlevé, il est probablement mort maintenant. C'est ça la réalité de la nature après tout. Si ce sont des humains qui l'ont enlevé, il y a peut-être une chance que Héron soit encore en vie. Une petite chance, mais une chance quand même. Pensez-y de cette façon. Si ce qui les a attaqués était plus puissant et plus nombreux que la tribu, pourquoi ne pas les avoir tous tués ici et maintenant? Au lieu de ça, le prédateur a fui le groupe, ce qui pourrait indiquer qu'il est plus faible qu'on ne le pense. Peut-être que s'ils avaient poursuivi Héron tous ensemble, ils auraient pu arrêter celui qui l'a enlevé, avant qu'il ne puisse s'éloigner trop loin avec le petit. Mais il pourrait aussi s'agir d'un piège. Malheureusement, il est un peu trop tard maintenant, et il est risqué de le poursuivre sur son propre territoire. Il pourrait essayer de le traquer et de l'affronter directement, ou bien il y a peut-être un moyen de lui tendre un piège. Voilà le plan, ok? Trouver un endroit où ils sont sûrs qu'ils seront observés, comme un faux campement par exemple, attendre la nuit, puis le prendre à revers quand il se montrera à la recherche de sa nouvelle victime. Quoi qu'il en soit, il est temps de fabriquer d'autres lances et de se préparer à se battre, parce que quoi que ce soit, ça ne semble pas amical, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne revienne. Incapable de dormir, Adem est prêt à partir à la recherche de Héron avant même que le soleil matinal n'ait percé les nuages. Beya refuse d'abord de l'accompagner, mais Gyr parvient finalement à la convaincre en lui faisant remarquer que se séparer du groupe ne peut que signifier une mort certaine. En suivant la piste, ils parviennent à trouver la cape du garçon dans la boue non loin de leur campement. Et elle est recouverte d'une sorte de mystérieuse substance noire. Adem y voit le signe que son fils est toujours en vie. Mais il y a des destins pires que la mort ici dans la vallée, comme ils vont bientôt le découvrir. Il est déjà tard dans l'après-midi lorsqu'il réalise où le sentier les mène. Tout droit vers la lisière de la forêt dans laquelle Adem avait juré qu'il ne pénétrerait jamais. Nerveux, Gyr lui rappelle que les bois sont trop dangereux. Mais maintenant, Adem est aveuglé par son seul désir de retrouver son fils. Et il s'élance immédiatement dans les arbres sans hésiter, forçant le reste du groupe à le suivre à contre-cœur dans l'inconnu. Adem traverse la forêt comme un homme possédé en suivant les traces des attaquants de Héron. Les autres jettent leurs affaires pour ne pas se faire distancer. Gyr tente de ramener Adem à la raison en lui disant que son fils est peut-être déjà mort. Mais l'homme refuse d'écouter. Bien qu'il ne reste que quelques minutes avant la tombée de la nuit, leur chef insiste toujours pour continuer la poursuite, offrant aux autres le choix de le suivre ou de rester en arrière et de trouver comment subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. En courant derrière lui, Ave tombe tout à coup sur un énorme tas d'os d'animaux abandonnés, enterrés dans une fosse contenant la même boue noire que celle qu'ils ont trouvée sur la cape du garçon. Nous y voilà, le nid du démon. Et seulement un instant plus tard, ils entendent la créature s'approcher. Alors que la réalité de ce qu'ils viennent de découvrir commence à se faire sentir, Adem et les autres partent immédiatement en courant dans la direction opposée. Mais ils sont maintenant complètement perdus, et le soleil est sur le point de se coucher. N'ayant pas d'autre choix, Adem ordonne au groupe de s'arrêter et d'allumer un feu, considérant qu'il s'agit de leur seule chance de survivre à la nuit. Se mettant à genoux, Beya commence à frapper désespérément des pierres l'une contre l'autre pendant que les autres font le guet. Mais elle n'arrive pas à faire jaillir une seule étincelle malgré tous ses efforts. Tout le monde retient son souffle alors que le soleil descend de plus en plus bas. Beya parvient finalement à allumer une petite flamme au moment où ils sont engloutis dans l'obscurité totale. Il s'en est fallu de peu, mais ils ne sont pas encore en sécurité. À ce moment-là, ils entendent la créature qui rôde à travers les arbres hors de vue et Adem tire rapidement une lance dans une direction somme toute assez approximative. Après un moment de silence, la créature semble s'enfuir plus profondément dans les bois, ce qui pousse Adem à lui foncer dessus à l'aveuglette et à abandonner la sécurité relative du feu. Mais comme vous pouvez le deviner, c'est là sa plus grosse erreur. Adem se déplace dans les bois comme un chasseur expérimenté, en restant au ras du sol et en écoutant les bruits de sa proie. Mais en réalité, c'est lui qui est chassé. La créature l'observe toujours à l'abri des regards, attendant patiemment derrière chaque arbre le moment idéal pour frapper. Aussi confiant qu'il ait pu l'être auparavant, Adem commence à se sentir à bout de nerfs. Et dans la fraction de seconde où il baisse sa garde, il est tout à coup pris en embuscade par derrière, capturé par la créature avant même qu'il n'ait eu l'occasion de se défendre. La bataille est terminée avant même d'avoir commencé. Mais la mort d'Adem ne sera pas aussi rapide.
Depuis le campement, Gear et les autres l'entendent crier à l'aide. Il reste là à l'écouter en silence pendant 1 minute, réfléchissant à ce qu'il devrait faire ensuite. Mais tout à coup, Gear se détache brusquement du groupe et fonce dans l'obscurité à la suite de son frère. Peu après, Gear revient vers le reste du groupe, entraînant derrière lui le corps mutilé d'Adem. Dans la faible lumière du feu, ils peuvent voir que la mâchoire inférieure de l'homme a été violemment forcée et fendue en deux, lui donnant un air grotesque de masque grognant en permanence. Et le pire, c'est qu'il est plus ou moins toujours en vie. Personne ne peut rien faire pour le sauver. Beya s'avance alors pour abréger ses souffrances. Ok, merde alors! Je suppose qu'il est dommage que les dentistes ne soient pas encore inventés avant quelques 35 000 ans. Désolé pour toi, Adem. Si on parvient à s'en sortir vivant, tu peux parier ton postérieur paléolithique que je ne sortirai plus jamais de notre grotte après avoir vu une horreur pareille. Merci beaucoup. Ils sont officiellement coincés dans les bois aussi longtemps qu'il fera nuit. Alors que faire maintenant? Tout d'abord, je suggère de ramasser les branches et les rochers qui ne sont pas trop loin et de fabriquer d'autres armes s'ils le peuvent. Le seul point positif, c'est que la créature semble avoir peur du feu. Donc je resterai près de lui jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau et j'utiliserai des branches enflammées pour combattre la créature si elle décide de revenir. Pour ce soir, ils vont devoir rester groupés et surveiller les moindres signes de danger. Et en même temps, ils doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire demain matin. Le plus important, c'est de sortir de la forêt. Mais ils doivent d'abord réussir à s'orienter. Nous savons qu'ils sont arrivés par l'est et que les montagnes semblent être directement à l'intérieur des terres, ce qui devrait les placer plus ou moins à l'ouest. S'ils peuvent voir de quelle direction le soleil se lève, ils pourront soit essayer de se diriger dans cette direction pour revenir sur leurs pas, soit aller dans la direction opposée et essayer de finir de couper à travers les bois vers les montagnes de l'autre côté. Ils peuvent également suivre les cours d'eau si nécessaire. Ils doivent juste faire très attention à ne pas tomber accidentellement sur ce qui a piégé Adem. S'ils restent coincés une nuit de plus, ils devront s'arrêter pour allumer un feu et utiliser tous les matériaux disponibles pour construire un abri ou un périmètre défensif. Tout ce qui pourrait faire d'eux une cible plus difficile à atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, s'ils tombent à nouveau sur ce type de nid au cours de leur voyage, ils pourraient essayer d'y mettre le feu et peut-être obliger la créature à trouver un nouvel endroit où vivre. Cependant, d'après ce qui est arrivé à Adem, mettre cette chose en colère ne semble pas être la meilleure stratégie, à moins de vouloir recevoir la visite de la version maléfique de la petite souris. Avec un peu de chance, ils pourront survivre à la nuit, mais il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être en sécurité. Maintenant que leur chef n'est plus là, les autres se rassemblent nerveusement pour discuter de ce qu'ils vont faire. Ils ne peuvent pas se cacher, et il semble qu'ils ne puissent pas non plus se battre, ce qui leur laisse peu d'options. Tout à coup, la jeune Ave se tait et tombe au sol, prise de violentes convulsions comme si elle était en train de faire une crise d'épilepsie. Odal dit qu'elle et le bébé mourront si elle ne mange pas rapidement. Mais ça donne à Beya une idée macabre. En effet, en y repensant, elle fait remarquer qu'il y a une source de nourriture à proximité. Le corps d'Adem. Et les autres réalisent peu à peu qu'elle a raison. Alors que les autres détournent le regard, Beya commence à découper des morceaux de sa chair et à les faire cuire au feu. Quand elle a terminé, tout le monde se rassemble autour d'Adem pour manger un peu de sa viande. Et seul son frère Gear refuse de participer. Il commence à se demander ce que cette créature peut bien vouloir, et si elle les chasse pour se nourrir ou pour les punir d'avoir envahi ses terres. Le fait qu'ils aient récupéré le corps d'Adem semble suggérer qu'elle ne fait pas ça pour survivre. Odal pense qu'ils doivent lui faire une offrande en échange de leur vie, mais Gear veut se venger. Pour le moment, personne ne peut rien faire. Alors Gear se porte volontaire pour monter la garde pendant que les autres essaient de se reposer. Au matin, tout le monde est déjà épuisé par une autre longue nuit sans sommeil. Gear fait de son mieux pour rallier les autres, promettant qu'il les emmènera en sécurité dans les montagnes, même si Odal continue de blablater sur le fait qu'ils sont déjà condamnés. Le groupe se met prudemment en route, avec le projet de couper directement à travers le cœur de la forêt et de se frayer un chemin jusqu'à l'autre côté. Ils sont déterminés, mais la progression est lente et la peur constante d'une embuscade les oblige à s'arrêter et à écouter les signes de la créature à quelques centaines de mètres. Après avoir marché pendant ce qui semble être des heures, ils tombent sur un site horriblement familier. C'est le corps d'Adem, et ils viennent de passer toute la journée à tourner en rond. Frustré, le vieil homme déclare qu'il ne veut plus jouer les gentils. Si vous voulez vous mettre dans les bonnes grâces d'un démon, il vous faut un sacrifice. Et il a justement la personne qu'il faut à l'esprit. À ce moment-là, tous les regards se tournent vers Beya, qui réalise que ses pires craintes sont sur le point de se réaliser. Tout à coup, Ave lui saute dessus par derrière en la tenant immobile, tandis qu'Odal lui arrache sa lance. Gear tente de les arrêter, mais dans la bagarre, il tombe au sol et se cogne la tête contre un rocher, ce qui lui fait perdre connaissance. Une fois Gear écarté, les autres traînent Beya qui se défend à coups de pied et hurle de peur vers le nid du démon, appelant la créature à emmener la jeune fille et à laisser le reste d'entre eux en paix.
Alors que la jeune fille supplie pour sa vie, le même cri aigu retentit quelque part dans la forêt, distrayant ses agresseurs juste assez longtemps pour qu'elle puisse les repousser et s'enfuir vers les arbres. Voyant la créature approcher, Ave et Odal s'emparent chacun d'un morceau de bois de gibier au milieu d'un tas d'os pour riposter. Mais le vieil homme a un dernier tour dans son sac. Alors que son attention se porte sur la ligne des arbres, il porte tout à coup un coup direct dans le rein d'Ave, tentant de l'offrir en sacrifice au lieu de se battre. Dans son dernier souffle, Ave saisit la jambe d'Odal et l'entraîne dans sa chute, lui brisant la cheville avant de succomber à ses propres blessures. Quant à Beya, elle disparaît à nouveau dans les bois, abandonnant Odal à son sort alors qu'il hurle encore. Ok. Waouh, regardez qui s'est avéré être un vrai connard. Si ce vieil homme inutile devait être quelqu'un, ce vieux Odal était censé être le sage. Mais pendant tout ce temps, je ne me souviens pas l'avoir vu allumer des feux ou réfléchir à la façon dont ils allaient faire des choses importantes comme, oh, je ne sais pas, survivre par exemple. Tout ce qu'il a fait, c'est parler à tort et à travers et profiter de toutes les occasions pour faire baisser encore plus l'ambiance générale. Au moins, ils n'auront plus à l'entendre se plaindre. Mais tu sais quoi, Odal? Tu as merde. Odal. Et puis merde. Depuis le début du voyage, tu n'arrêtais pas de parler de terres maudites par-ci et d'esprits démoniaques par-là. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu es si intelligent, comment as-tu pu te retrouver avec ce groupe d'exilés, hein? Tu as probablement tellement ouvert ta bouche dans la grotte des anciens qu'ils ont décidé qu'ils en avaient assez de toi et qu'ils ont décidé que tu avais besoin d'aller sur un tout nouveau territoire pour continuer à raconter tes conneries sans être banni pour autant. Personne n'aime le gars qui se plaint tout le temps mais ne propose jamais de solution pratique. Mais quand tu as enfin trouvé une idée, c'est ça que t'as décidé de faire. Laisse-moi être tout à fait honnête avec toi, grand chef. Vouloir utiliser une marginale comme sacrifice, c'est une chose. On est tous passés par là. Mais s'en prendre à une femme enceinte, c'est vraiment n'importe quoi, mon vieux. En y réfléchissant bien, c'est plutôt eux qui auraient dû t'utiliser toi comme bouclier de viande. Parce qu'au moins tu aurais enfin été utile au reste du groupe. Quelles sont les perspectives d'avenir pour un type qui a une jambe cassée à l'époque des hommes des cavernes, de toute façon? Probablement pas terrible. Et encore plus quand vous êtes piégé dans le nid d'une sorte d'entité démoniaque. J'imagine que tu vas bientôt rencontrer les monstres de tes histoires en personne. Bonne chance pour ça. S'il y a une chose positive que je peux te dire, c'est que je te félicite d'avoir tenu le coup plus longtemps que tu n'aurais dû. Mais Odal, tu as vraiment mon gars. Cette nuit-là, alors que les aurores boréales illuminent le ciel, Odal regarde la créature revenir et entraîner le corps d'Ave dans les ténèbres. Mais il semble qu'elle veuille le garder pour plus tard. Le lendemain matin, Gear se réveille vivant et seul, et il se ferait un chemin à travers le brouillard en direction du nid du démon. Il aperçoit Odal qui patauge toujours dans la boue, mais avant qu'il ne puisse s'approcher, Beya le plaque tout à coup au sol et lui fait signe de se taire. Depuis leur cachette, ils observent le démon émerger de la brume, s'accroupir sur Odal et finir le travail sans effort. Sans crier gare, Beya siffle pour attirer l'attention du démon avant de le contourner rapidement par le flanc, utilisant Gear comme appât pour lui tendre un piège. Le démon commence à ramper sur le sol de la forêt en direction de la source du bruit. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, Beya charge par le côté et attaque. À sa grande surprise, la tête de la créature se détache tout à coup. Et c'est alors qu'elle réalise qu'il ne s'agissait pas du tout d'un démon en fait. Quand l'attaquant se relève du sol, Beya voit qu'il s'agit indéniablement d'une femme humaine aux traits à peine différents des siens. Une néandertalienne. Et elle pousse le même cri qui les a hantés pendant les 2 dernières nuits. Mais cette fois-ci, c'est un cri de peur. En infériorité numérique, la femme s'enfonce brusquement dans la forêt, Beya et Gear la poursuivant dans l'espoir qu'elle les conduise hors des bois. Leur supposition s'avère exacte, et ils s'échappent finalement de la forêt sous la pluie du matin, observant la femme se retourner vers eux avant de disparaître derrière une ligne de crête en direction des montagnes. Bien qu'il l'ait perdue pour le moment, Beya parvient à se focaliser sur le jugement de la femme, mais Gear a officiellement perdu tout espoir et refuse d'aller plus loin. Après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il veut, c'est retourner dans leur vraie maison. Mais Beya lui rappelle qu'ils n'ont pas de maison où retourner. À ce stade, leur seul espoir de survie et de vengeance pour son frère est de retrouver la femme dans sa grotte et de faire de même. Gear accepte à contre-cœur, mais ils vont bientôt se rendre compte que la femme n'est pas seule. En suivant sa trace dans les montagnes, ils finissent par repérer 2 entrées dans un grand réseau de grottes cachées à flanc de falaise, à une courte distance de là. Gear craint qu'il ne tombe dans un piège. N'ayant pas d'autre choix, Beya et lui décident de se séparer, chacun prenant sa propre entrée et commençant à s'enfoncer dans l'inconnu. Ok, on y est. C'est l'heure de l'affrontement final. Mais Beya et Gear doivent bien réfléchir à ce qu'ils vont faire. Ils ont l'avantage de savoir où se trouve leur adversaire, mais ils ne savent pas encore s'il s'agit d'une seule femme ou de plusieurs assaillants.
Dans l'état actuel des choses, il est probablement trop risqué d'y aller. Au lieu de ça, nous pourrions essayer de les faire sortir. Beya et Gir pourraient observer à distance et attendre d'avoir une meilleure idée de qui vit dans la grotte. Ou ils pourraient allumer un feu à une des entrées et utiliser la fumée pour les forcer à sortir en les neutralisant un par un quand ils essaieront de s'échapper par l'autre sortie. Même s'ils ont l'avantage du nombre, ils auront fort à faire s'ils s'en prennent à cette femme sur son terrain. Il est donc préférable d'adopter une approche tactique pour se donner de meilleures chances de survie. Levant sa lance, Beya s'approche lentement de l'entrée de la grotte et commence à se frayer un chemin prudent à l'intérieur. Au début, il n'y a aucun signe de vie, mais elle entend tout à coup un bruit de pas dans l'obscurité, attirant son attention sur un petit passage au fond de la cavité. Elle est obligée de s'y glisser à quatre pattes et de descendre la tête la première jusqu'à ce que le passage débouche sur une autre grande cavité. Alors que des éclairs illuminent les ombres, un homme étrange apparaît tout à coup derrière elle et s'élance droit sur la gorge de Beya. Sans la moindre hésitation, l'homme la domine facilement, la plaque contre le sol de la grotte et lui brise le poignet sur une pierre voisine. Terrifiée, elle appelle Gir à l'aide, mais celui-ci est perdu dans une autre partie de la grotte et ne pourra pas la rejoindre à temps. Elle réfléchit rapidement et décide que son seul espoir est de faire la morte. Et au moment où l'homme baisse sa garde, Beya le frappe sur le côté du cou avec sa pierre aiguisée, le blessant mortellement avant de l'achever à l'aide de sa lance. Plus loin, Beya remarque une lueur orange provenant de quelque part au fond de la grotte. C'est un feu. Et quand elle entre dans la nouvelle cavité, elle découvre que quelque chose s'agite sous un tas de fourrures d'animaux de l'autre côté de la grotte. Nerveuse, elle se faufile à travers la pièce, sa lame tendue devant elle, jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à retirer la couverture. Et c'est alors qu'elle fait une découverte choquante. C'est Héron. Il est terrifié, mais apparemment toujours bien vivant. C'est alors que la femme de la forêt apparaît derrière eux, brandissant une massue de pierre et prête à en découdre. Beya la fait reculer à l'aide d'une torche, le temps que Gir les retrouve. Mais quand il tourne la tête, il est figé de stupeur à la vue de Héron. Pendant qu'il est distrait, la néandertalienne se retourne et frappe Gir à la tête, le tuant brutalement sous leurs yeux. Profitant de l'occasion, Beya lance sa torche dans un tas de fourrures, mettant le feu à l'intérieur de la grotte, tandis qu'elle et Héron s'échappent par un passage secondaire. Héron en tête, ils grimpent pour sauver leur vie alors que toute la grotte commence à se remplir de fumée. Mais la femme est juste derrière eux. Incapable de sortir, la femme se met à appeler à l'aide et Héron se précipite pour la sauver. Mais Beya ramasse une pierre et la tue plutôt que de l'aider, refusant d'avoir pitié d'elle. Maintenant que le combat est terminé, on comprend tout à coup que ces gens n'ont jamais été une menace. Ils ont seulement prié Héron pour le sauver de la famine et ont même donné à Ave et à son bébé une sépulture digne de ce nom. Il semblerait que toute cette effusion de sang n'était qu'un malentendu. Et tout ce que Beya et Héron peuvent faire maintenant, c'est essayer de commencer une nouvelle vie. Au final, ils ont appris que la seule différence entre un homme et un monstre est ce qu'ils sont prêts à faire pour survivre. Ok, j'ai juste deux choses à dire. Bordel de merde et c'était complètement dingue. Je peux même pas imaginer vivre sans mon téléphone portable. Alors vivre dans la forêt, à l'ère préhistorique, même pas en rêve. Je serais morte direct. Oui, je serais morte dès la première nuit. Si je mange pas, je deviens dingue. Je ne survivrai probablement pas très bien dans la nature. Mais dites-moi comment vous y arriveriez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée!